Bonjour à tous, merci à toutes et à tous d'être là. Je suis Cyril Lefrechter, conseiller municipal ici et docteur en droit du numérique, donc avec 4 avocats spécialisés sur tous les sujets en droit du numérique. Je vais déjà vous laisser peut-être vous présenter. Bonjour à tous, je suis Élise Dufour, je suis associée du cabinet Stephenson Howard, qui est un cabinet anglais, et je suis spécialisée en droit du numérique, en droit du droit de l'informatique, des données perso, des données non personnelles, et puis de l'IA. Bonjour à tous, moi je m'appelle Florence Dubois, j'exerce dans un cabinet qui s'appelle Kessington et nous sommes spécialisés dans l'accompagnement de TPE, PME et à la fois dans leur structuration interne mais également dans leurs relations externes avec leurs partenaires commerciaux, qu'il s'agisse de fournisseurs ou de clients et aussi avec des institutionnels et leur intégration donc de toutes ces nouvelles technologies dont nous parlons depuis le début de l'après-midi. Bonjour à tous, Férouz Masmidazi. Alors moi je suis avocat en droit de la concurrence et je travaille beaucoup dans le domaine numérique contre les grandes plateformes technologiques principalement et beaucoup pour les médias, la culture, le livre, voilà, tous les producteurs de contenu, on va dire, créatifs en ligne. Bonjour, je m'appelle Arnaud Gruntaler, je suis associé dans un cabinet d'avocats qui s'appelle Mazars. Je fais de la réglementation bancaire et financière adossé à de la gestion d'actifs et des fintech, soit pour des établissements de crédit classiques, des institutionnels, mais également pour un certain nombre de protocoles de finances décentralisées et des fintech. Bref, de l'accompagnement sur des sujets qui vont de l'intelligence artificielle à la blockchain, en passant par les grandes plateformes type Amazon. C'est des sujets très variés, c'est des sujets internationaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passent ces régulations de sujets en fait, qui sont internationaux à un niveau local, enfin, à un niveau français en tout cas? Alors ça c'est une question compliquée. Pour la partie data, on va dire, la partie data est un bon exemple, je pense, parce que c'est le premier règlement européen où les Européens sont pris pour des Américains. On s'est pris pour des Américains, pourquoi? Parce qu'on a voulu imposer notre droit au reste du monde et ça a plutôt bien fonctionné. On a donc défini un standard qui a été repris dans d'autres pays. Il y a un RGPD Canada Dry en Chine, par exemple, la loi People, qui reprend les mêmes principes avec une finalité peut-être un petit peu différente. Je ne suis pas sûre que ce soit les droits humains qu'on cherche à protéger. Mais pour parler plus sérieusement, parce que la matière numérique est monde, nécessairement les questions de régulation sont confrontées à des problématiques internationales. C'est toujours très compliqué à adresser. Hier, par exemple, on parlait de l'exception française en matière de fouille de texte pour permettre aux IA de s'entraîner sur des contenus protégés par du droit d'auteur. Eh bien, comment est-ce qu'on fait appliquer cette exception de l'autre côté de la planète? Pas si simple. Donc, c'est beaucoup de casse-tête juridiques pour nous, des sujets complexes, mais qu'on arrive à résoudre par soit une volonté d'hégémonie, c'est ce qu'a fait le RGPD, ce que fait aussi le RIA, ou par des traités internationaux qui permettent de trouver des réponses. Je me permets juste, pour les gens qui ne le savent pas, parce que je pense qu'il y en a dans la salle, le RIA, c'est le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Oui, pardon. En matière de cryptoactifs et de blockchain, le process est un petit peu différent puisque nous partions d'une feuille blanche, nous partions de cas d'usage qui n'étaient pas réglementés à travers le monde. Et il a fallu d'abord partir d'un certain nombre de bonnes pratiques qui ont été officialisées par des réglementations purement locales. La France, par exemple, était un État précurseur sur le sujet, dans la mesure où ces bonnes pratiques ont donné lieu à la mise en place d'une réglementation qui s'appelait la loi Pacte, en définissant ce que c'était qu'une offre de jetons, en définissant ce que c'était qu'un token, alors qu'on savait ce que ce n'était pas, mais on ne savait pas ce que c'était. On avait l'habitude de procéder en mettant les produits dans les cases, et on ne trouvait pas la case, il a fallu donc en créer une. Et tous ces services ont également été définis, ce sont les services sur cryptoactifs, et nous avons également défini un statut particulier pour les prestataires qui fournissaient des services sur cryptoactifs. Et puis, sur la base de ces réglementations locales,
les régulateurs internationaux, et notamment la Commission européenne, a défini aujourd'hui une réglementation européenne, qui est ce qu'on appelle la réglementation MiCA, pour faire en sorte d'harmoniser, au moins au niveau européen, ces paradigmes réglementaires qui étaient fractionnés dans un certain nombre de pays. Et qui dit règlement européen dit application harmonisée à tous les États, et on est aujourd'hui dans cette harmonisation et la définition d'un tronc commun pour tous ces services qui jusqu'à maintenant étaient réglementés de manière très parcellaire et de manière très diversifiée à travers les États. Au-delà de ce qui est aujourd'hui réglementé, le plus important est peut-être de considérer que on a souvent l'habitude du French bashing, on a souvent l'habitude de dire qu'on est en retard. Sur ces sujets-là, la France a été très en avance, a réglementé, par exemple, l'utilisation d'une blockchain, c'est-à-dire d'un protocole blockchain pour pouvoir enregistrer un titre financier, pour pouvoir assurer cette traçabilité du titre financier. C'est une ordonnance de 2017 avec un décret de 2018. C'est extrêmement tôt par rapport à ce qu'ont pu faire d'autres pays. Alors en matière fiscale, sur l'imposition des cryptos, ça c'était encore plus tôt, mais on sait qu'en matière fiscale, dès qu'il y a une plus-value à taxer, on est également très fort pour anticiper ce que peuvent faire les autres États. Et la loi Pacte, par exemple, ça a été un des premiers États en France à réglementer, à sécuriser, à normaliser, alors que dans de nombreux États, il y avait une insécurité juridique sur le sujet et qu'on ne savait toujours pas ce que c'était qu'un token. Donc cette réglementation-là, elle est plutôt complexe à mettre en place, mais elle permet de sécuriser, et tous ces sujets internationaux sont aujourd'hui normalisés en Europe par l'application d'une réglementation européenne qui a mis un certain temps et qui est discutable à la fois sur le fond et sur la forme et sur ce qu'il convient de mettre en place, mais qui a le mérite d'exister, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà comment des sujets internationaux non normalisés, non harmonisés, le sont aujourd'hui sur un certain nombre de sujets. Alors c'est vrai que nous, dans notre pratique d'accompagnement, on va se retrouver face à cette multiplication parce que depuis tout à l'heure, on entend parler de technologies qui sont diverses, qui évoluent très très vite, et les réglementations, en fait, qu'elles soient locales, internationales, la réglementation européenne elle-même se multiplie. Et ce qui va se passer pour nous dans l'accompagnement en fait, qu'on pratique, c'est qu'il va falloir permettre l'intégration, lorsque ces technologies vont être intégrées dans l'activité de nos clients. Cette intégration-là, on va devoir articuler les différentes normes qui existent, finalement presque auditer les activités qui sont projetées ou qui sont déjà parfois déjà menées, pour arriver à identifier les différents sujets juridiques. Et on peut tout à fait avoir, sur un sujet qui va toucher les blockchains, des répercussions sur la protection des données personnelles, une réglementation qui est déjà un petit peu plus ancienne, et qui vont venir entrer en tension. Il va falloir harmoniser, articuler en fait ces différentes normes et permettre de l'insérer, que ce soit dans des conditions générales de vente, que ce soit dans des contrats. Et parfois, on n'a pas un cadre légal ou réglementaire extrêmement précis. Et il va falloir faire preuve aussi, vous parliez de bonnes pratiques il y a quelques minutes, et essayer aussi de trouver par analogie des fonctionnements, des systèmes qu'on peut mettre en place, des responsabilisations des différents intervenants dans une chaîne d'activité qui passeront notamment par de la rédaction juridique à un niveau interne à l'entreprise. Alors, sur le plan du droit de la concurrence, la régulation de l'innovation, ça a une dimension profondément culturelle. Je vais vous donner un exemple. Je suis envoyée par l'autorité française de la concurrence. Il y a des autorités de concurrence dans quasiment tous les pays du monde. Et je suis envoyée régulièrement par l'autorité française de la concurrence pour participer à des discussions internationales dans un réseau international d'autorités de concurrence, parfois au Japon, aux États-Unis, au Brésil, enfin partout, dans tous les continents. Et ce qu'on observe, c'est que, en fait, on a tous une approche différente de l'innovation. On est tous émerveillés par ce que Google a fait, Apple a fait au cours des 20 dernières années.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'au cours des 3 dernières années, même si on a tous une approche différente, par exemple, les Japonais détestent réguler par avance le comportement des opérateurs économiques. Les Américains, ils peuvent laisser l'innovation émerger, exploser, devenir très importante. Et puis quand c'est trop important, ils sont capables de casser des monopoles et de leur imposer des mesures très strictes. Et nous, les Européens, là-dedans, on est plutôt à mi-chemin entre les deux. Et finalement, on a une réglementation qui est double. Et l'objectif, c'est quoi? C'est avec des outils qui ne sont pas forcément ceux des Américains, parce que les grosses entreprises innovantes dans le monde sont beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Chine aussi. Et donc, avec nos moyens, et parmi ces moyens, on a la norme, on a des régulations, eh bien, on essaye de rééquilibrer en fait les asymétries qui existent entre les opérateurs économiques. Donc, on essaye. Et là, je réagis par rapport à un propos qui a été tenu sur le panel d'avant. Il y a l'IA qui, d'une certaine manière, confisque une partie de la propriété. C'est ce qui a été dit dans le panel précédent. Et sur le plan économique et en droit de la concurrence, ce qu'on essaye de traiter, c'est la captation de la valeur. Les médias français, par exemple, quand Google a décidé de s'opposer à la rémunération des éditeurs de presse français, notamment pour les contenus qu'ils utilisent sur le moteur de recherche. Quand vous faites une recherche sur Google, vous tombez sur plein de contenus, dont des articles de presse, et puis vous cliquez dessus, et Google refusait de considérer que les éditeurs de presse pouvaient être rémunérés pour le référencement finalement de ces contenus éditoriaux. Eh bien, l'autorité française de la concurrence, elle s'est beaucoup mobilisée. Elle s'est mobilisée aux côtés de la presse française notamment, pour forcer Google à négocier de bonne foi avec ses opérateurs économiques, à reconnaître les droits qu'ils avaient. Et finalement, elle a permis sa décision d'aboutir, enfin il y en a eu plusieurs, d'aboutir à des accords entre Google et la presse française en l'occurrence sur une rémunération. Alors peut-être qu'on aurait pu obtenir plus, moins. D'autres États membres n'ont pas bénéficié de l'aide entre guillemets d'une autorité de concurrence pour négocier et forcer ces opérateurs très très puissants à négocier avec un groupe d'opérateurs qui le sont moins. Mais voilà. Et donc on a ce pan de la régulation de l'innovation à travers la concurrence qui vient remédier à des problématiques de captation de la valeur. Et puis on a un autre élément alors d'impérialisme, j'ai beaucoup aimé ton terme. Il y a un autre texte européen qui est très intéressant, c'est le DMA, le Digital Market Act, un règlement sur les services numériques européens. Et ce DMA, eh bien, après le RGPD, c'est le premier texte au monde qui a servi d'inspiration alors aux Japonais en l'occurrence qui sont en train de prendre les mêmes types de règlements, au Brésil où l'autorité brésilienne de concurrence oppose un texte similaire au DMA pour obtenir des solutions qu'on a obtenues en Europe. Et figurez-vous que même aux États-Unis, ce texte est visé à la fois dans les rapports financiers d'un opérateur comme Apple, mais aussi devant les juridictions américaines qui demandent à se faire expliquer le sens de telle obligation de partage de données au sens du DMA. Donc ça, c'est évidemment un embêtement majeur pour plein d'entreprises, la réglementation, et ça contraint les comportements économiques des opérateurs, mais ça peut être aussi une opportunité, et c'est aussi une source d'influence mondiale. Et c'est pas négligeable, et je trouve qu'on devrait être assez fiers finalement qu'on rayonne, alors certes à travers la réglementation, mais c'est pas... Enfin, voilà. Du coup, je rebondis. Est-ce que, dans ce cadre, du coup, la réglementation du numérique, c'est juste une contrainte ou est-ce que c'est aussi une opportunité, quelque chose qui peut être bénéfique pour l'écosystème de l'innovation ? Alors, j'ai envie de demander... Je pose la question au public, d'après vous. La régulation, est-ce une opportunité, une contrainte ? Eh bien... On va répondre de façon normande, un peu des deux. C'est évidemment une contrainte parce que pour les sociétés, là on a un sujet d'ailleurs de droit de la concurrence, pour les sociétés qui sont de type PME, voire TPE, pouvoir atteindre ce niveau de conformité réglementaire nécessite des moyens qui sont, on ne va pas se mentir, très importants. Et se maintenir aussi en conformité dans le temps est assez contraignant, assez lourd. Il faut avoir des ressources pour ça. Sauf à y être contraint, finalement, c'est plutôt par le marché
que les entreprises amènent de façon finalement vertueuse à se mettre en conformité, de pouvoir gagner d'autres marchés auprès d'acteurs plus importants qui, eux, sont déjà en conformité. Donc je ne suis pas sûre qu'elle voit ça tellement comme une opportunité, mais in fine, ça crée un marché peut-être plus vertueux. Oui, tout à fait. Puis on a aussi vu des bonnes pratiques se développer par les régulations. C'est-à-dire que souvent, ces régulations, quand elles interviennent, en tout cas dans leur première mouture, on est face à des textes qui sont très généraux, qui donnent des directions, qui donnent des tendances. Et une fois ces textes-là édités, promulgués, en vigueur, il va falloir développer les pratiques qui permettent de les respecter. Alors on a eu ce phénomène, notamment pour la protection des données, de voir des grandes entreprises développer, en fait, parce qu'elles avaient les ressources, elles avaient aussi peut-être les ressources humaines qui permettaient d'avoir la créativité, l'inventivité, de développer des pratiques qui, pour certaines, se sont avérées très onéreuses, mais certaines se sont avérées plus simples, notamment les pratiques de changement régulier de mot de passe au sein des entreprises ne sont pas aujourd'hui forcément les plus coûteuses. On peut les mettre en place dans des entreprises de petite taille, et ces pratiques vertueuses qui se répandent de plus en plus, qui deviennent petit à petit des acquis, en fait, dans le monde de l'entreprise, dans le monde des affaires, se sont développées aussi par la régulation. Donc la régulation est contrainte, effectivement, mais parfois de cette contrainte, en fait, peut naître aussi une créativité, peuvent naître de nouvelles ressources. Et on le voit sur un certain nombre de technologies. La transparence, on va avoir en ce moment un sujet de tension aussi entre j'en parlais tout à l'heure rapidement, entre les blockchains qui viennent garantir l'authenticité, rétablir la confiance. C'était ce qui était expliqué dans le panel précédent, et c'était très intéressant de dire on est dans une société où on a un déficit de confiance aujourd'hui, et le principe est de venir le rétablir et de créer une transparence, une immutabilité de l'information. Et le problème, c'est que quand vous avez de l'autre côté un règlement européen qui vous dit que la protection des données, c'est aussi de pouvoir les rectifier, c'est aussi d'avoir un droit à l'oubli, ce qui a l'air difficilement compatible avec la blockchain, et bien là encore, pour articuler, il va falloir faire preuve de créativité dans un premier temps technique, et aussi au niveau juridique, dans les contrats, permettre d'avoir des données qui sont on-off, qu'on va pouvoir consulter ou non. Et tous ces domaines-là, en fait, font qu'il y a énormément de vie aujourd'hui, y compris dans le domaine juridique, dans la réglementation et dans son application en rédacteur. Alors, quand vous interrogez un certain nombre de prestataires, la réglementation est perçue ou peut être perçue comme une contrainte. Il est vrai que quand une nouvelle réglementation vient imposer une compliance, la nécessité de mettre en œuvre des moyens humains, matériels, techniques, financiers, lorsque vous êtes un grand groupe, ces moyens financiers, vous les avez. Et vous avez peut-être l'habitude de traiter cette compliance. Quand vous êtes une petite tech, fintech, innovante, et que vous avez envie de faire perdurer votre activité, la compliance n'est pas nécessairement ce que vous avez envie de mettre en place au début. Par le prisme des médias, vous pouvez très bien considérer que les actifs numériques, la blockchain, ça a été un Far West pendant un certain nombre d'années. Or, si vous voulez démocratiser une activité, il faut qu'elle soit sécurisée. Pour qu'elle soit sécurisée, il faut qu'elle soit normalisée. Une adoption de masse ne passera pas sans aucune réglementation. Le rôle de l'autorité des marchés financiers, ou le rôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, ce bras armé de la Banque de France, c'est d'abord de protéger l'épargne, c'est d'abord de protéger l'investisseur. À partir du moment où il n'y a pas de protection de l'investisseur, on part vers tous les excès possibles, inimaginables. Et à partir de là, quand bien même la réglementation peut être perçue comme une contrainte, elle est là pour normaliser, elle est là pour sécuriser. Et quelque part, c'est pas uniquement sécuriser un investisseur que d'avoir une réglementation prudentielle. C'est également sécuriser le prestataire. Le prestataire se retrouvera avec des règles claires, avec une sécurité juridique, comme on peut vouloir une sécurité fiscale, avec une organisation qui lui permet de répondre à un certain critère de qualité sur la manière de fournir son service. C'est également une manière de sortir du lot, c'est également une manière d'être mieux disant. Alors effectivement, vous me direz, vous avez un certain nombre de petits prestataires aujourd'hui qui n'ont pas les moyens, qui sont en recherche de financement pour pouvoir satisfaire cette nouvelle réglementation et pour pouvoir mettre en place cette compliance. Mais elle est vertueuse. Le pendant
Et ça, c'est une porte ouverte que j'enfonce et que vous entendrez toujours, c'est qu'il ne faut pas que cette réglementation tue l'innovation. Et donc c'est un équilibre, et vous entendrez systématiquement des débats sur le sujet. Est-ce que la réglementation tue l'innovation? Est-ce qu'il faut peu réguler pour permettre cette innovation? Est-ce qu'il faut mieux et plus réguler pour permettre la protection? C'est un débat sans fin. Le but du jeu est de trouver le chemin d'une manière qui soit suffisamment équilibrée pour qu'à la fin de la journée, tout le monde soit satisfait. Alors, une petite observation également sur le sujet. Alors, donc, tu me fais une excellente transition. Il y a quelques mois, le ministère de la Culture a ordonné une mission sur l'interopérabilité, donc des contenus culturels. L'interopérabilité, c'est la capacité de se connecter les uns avec les autres, les bases de données entre elles, de communiquer et de travailler à partir de ces données. Ce rapport, on l'a rendu et la conclusion, c'est que l'interopérabilité, c'est devenu une obligation légale dans le DMA, justement, qui impose donc aux opérateurs les plus gros de partager leurs données, d'ouvrir leur système pour justement permettre à des entreprises innovantes d'innover, parce que pour l'instant, il y a des barrières très importantes à cette innovation en lien avec leur pouvoir de marché. Sauf que, effectivement, cette obligation légale existe, mais elle n'est pas effective. En fait, c'est pas parce qu'on impose une règle qu'elle est respectée. Donc, il y a toute une question, au-delà même du principe de la régulation, qui est son effectivité, sa mise en œuvre. Donc ça, pour moi, c'est un point qui est important, c'est qu'effectivement, peut-être qu'à un moment donné, et en Europe, on a beaucoup créé de normes ces dernières années, peut-être qu'il faut arrêter d'en créer et juste s'assurer que celles qui existent sont effectives et permettent à tout le monde d'exercer ses droits et d'innover le cas échéant. Ce qui m'amène à une deuxième observation très rapide, c'est qu'il existe aussi en droit de l'UE, de l'Union européenne, en droit européen, une réglementation qui s'appelle le Data Governance Act, qui permet en fait la création d'espaces de données au niveau européen, comme un marché unique de la donnée au niveau européen. L'objectif de ce règlement, c'est finalement de pousser les acteurs économiques à se regrouper dans des alliances, parfois au sein de la même filière, parfois multifilières, donc j'en sais rien, par exemple dans le tourisme on va avoir un data space, un espace de données qui s'est créé entre ADP, la SNCF, Accor, pour gérer tout le parcours en fait de quelqu'un qui voudrait voyager en France et qui voilà, son avion est retardé mais il faut aller dans 4 applis différentes pour signaler cela, donc voilà, donc et ce qui est intéressant là, et c'est pour ça que je me permets de faire l'observation, c'est que ici, la norme, en fait, elle soutient l'innovation. C'est-à-dire qu'elle crée les conditions, en tout cas juridiques, pour qu'une initiative innovante puisse émerger. Et ce qui rejoint ton observation aussi sur la question de la confiance, dans ce texte et dans tout ce qui est commenté autour de ce texte, l'idée c'est de créer des écosystèmes de confiance, des écosystèmes indépendants, souverains, en Europe, etc. Donc oui, on a les deux, évidemment. C'est un bon point pour rebondir sur ce que tu dis. Férouz, dans le domaine de la santé, c'est la même logique avec le HDS qui vient d'être adopté. Et tous ces textes, on en parle assez peu finalement. C'est quoi le HDS? C'est l'UEP. Exactement, c'est ça. Règlement européen pour un espace des données de santé. C'est ça. Mais là, voilà, exactement. Et l'objectif, on voit que ces textes traduisent une volonté peut-être politique au niveau européen de fédérer des acteurs pour créer des acteurs peut-être économiques ou des innovations économiques intéressantes. Mais c'est vrai aussi, par ailleurs, qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup de normes sur ces différents domaines. En ce moment, il y a un mouvement de tentative de simplification en raison de cette multitude de textes. Est-ce que c'est cette simplification qui doit permettre une accessibilité de la norme, notamment pour les PM, pour les petites et moyennes entreprises et pour les autres entreprises, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions pour que le droit soit plus accessible? Je vois qu'Arnaud est très convaincu. Non, le fait est que, non, je ne dis pas non par principe. Je pense qu'il doit y avoir un principe de proportionnalité. C'est-à-dire que, quand bien même le service serait fourni par un prestataire de taille importante
ou par un prestataire de plus petite taille, les risques pris par l'investisseur, les risques pris par l'intermédiaire, par le retail, en fonction du risque pris, la protection doit être différente. Et de ce fait-là, si la protection est relative, les systèmes mis en place pour réaliser cette protection sont également relatifs. Donc il doit y avoir, à mon sens, un principe de proportionnalité en fonction du volume d'activité, mais ce n'est pas parce qu'une petite entreprise n'est pas un risque systémique que pour autant ces clients ne doivent pas être protégés. Donc c'est extrêmement compliqué de dire qu'il faut simplifier le droit. Ce principe de proportionnalité, il existe déjà. Il peut y avoir un certain nombre de dérogations en fonction de la taille des entreprises, et des réglementations plus complexes peuvent s'appliquer à des établissements plus complexes avec des volumes d'activité plus importants. Mais en tant que tel, l'absence de règles, à mon sens, n'est absolument pas souhaitable. Ça ne peut pas être le Far West. On sait pertinemment qu'on est sur des plaques tectoniques d'importance majeure, et à partir de là, l'absence de règles, la déréglementation totale, à mon sens, conduit systématiquement à des abus et à des catastrophes. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est une question de proportionnalité. Simplement, on peut débattre très longtemps de savoir où on met le curseur, quelle est la ligne et quel est l'équilibre à trouver, mais je ne suis pas sûr que l'absence de droit soit la solution. Alors, je vais ajouter de l'eau à ton moulin. Pour moi, la réponse à cette question, c'est que la réglementation de l'innovation, c'est aussi une question d'attractivité pour les investisseurs. Et ce qui compte beaucoup du point de vue d'un investisseur, c'est la lisibilité en fait du système dans lequel il va investir. Alors de ce point de vue, l'Europe est très prévisible parce qu'on a des règles très nombreuses, même si parfois compliquées à comprendre. Donc évidemment, elles sont complexes. Il y en a beaucoup. Est assez lisible, mais très contraignant. À l'inverse, on a des pays comme les États-Unis qui, eux, ont des règles beaucoup plus limitées. En tout cas, pas une démultiplication de textes. Ils ont une autre manière d'appréhender le sujet. Mais alors, c'est un avantage évident. Je veux dire, ça crée une souplesse pour les investisseurs qui est indéniable. Et en même temps, eh bien, ça peut changer très vite. Donc, je dirais que peut-être que sur le plan européen, on s'est rendu moins attractif en ayant beaucoup de réglementations, notamment au cours des 5 dernières années dans le numérique. Mais dans le même temps, elles sont moins faciles à changer, ce qui est un avantage et un inconvénient d'ailleurs. Alors, le prochain panel va être sur la souveraineté numérique. Est-ce que aussi cette souveraineté numérique peut être accompagnée par le droit? Est-ce que le droit est un facteur de souveraineté numérique? C'est la question qui est rajoutée. Alors, je répondrai pour ma pratique, en tout cas oui, définitivement oui, puisque le texte l'organise, le texte de base en matière de traitement de données personnelles l'organise, sans pour autant imposer une obligation de garder la donnée sur le territoire, mais organise les flux de données hors du territoire européen. Donc dans ce cadre-là, et pourquoi d'ailleurs on a mis en place ces textes-là, pour contrecarrer les actes américains qui permettaient notamment d'avoir accès à nos données de façon plus ou moins détournée pour contourner ou en tout cas contrer le Cloud Act ou l'executive order 12836, je crois, qui autorise le gouvernement américain à avoir accès à l'ensemble des données de télécommunications sur simple demande gouvernementale sans avoir une injonction du juge. Mais donc oui, pour moi, c'est évidemment un facteur de protection et donc de souveraineté. Elle est intéressante cette question parce qu'en plus, je trouve qu'elle résonne un peu avec le propos qu'on avait juste avant sur la notion de contrainte, la notion d'accessibilité au droit. C'est-à-dire que oui, effectivement, la règle peut être source de souveraineté numérique et elle est force de renforcement encore de la notion de confiance qu'on a évoquée à plusieurs reprises. Mais aussi, je pense que peut-être qu'on ne le voit pas parce qu'il y a cette
effet très fort d'avoir l'impression de la contrainte par la réglementation, des réglementations internationales qu'on a l'impression de ne pas toujours comprendre, parce qu'elles se multiplient, et peut-être que cet effet de nombre cache le fait qu'on a aussi des grands principes qui sont portés par la plupart d'entre elles, qui sont des principes axiaux, très, très clairement, qui vont aller sur l'authenticité de données, qui vont aller sur la fiabilité aussi sur la mesure, en fait, la mesure qualitative de prestations. Et ces éléments-là, peut-être que voilà, la réflexion vient comme ça, peut-être que cette accessibilité-là, finalement, au droit, c'est aussi d'essayer de synthétiser quelque part, sans trop lisser, sans oublier une partie de ces règles, sans oublier leur complexité, naturellement, qui va avec la complexité de ces technologies, mais d'y donner accès, et de donner accès au fait que, oui, on peut peut-être développer une souveraineté numérique, et qu'on peut donc développer, là encore, une espèce de confiance dans ces réglementations, au-delà de la contrainte. Est-ce que vous avez des questions pour nos panélistes ? Oui, ma question, c'est par rapport au sujet d'avant sur l'innovation. Donc la conclusion, c'était que c'était équilibré, que c'était à la fois contraignant pour les petites entreprises, les startups, mais en même temps nécessaire. Mais quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé et le développement des entreprises, notamment les GAFAM, ou dans l'IA, les succès des Américains, donc ils sont déjà 5 leaders américains, je ne parle pas des Chinois, pour un Français, ouais, Mistral. Est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'en régulant beaucoup trop tôt, on freine certainement l'innovation, puisque les autres pays, notamment les Américains ou les Chinois, ne font pas ça. Donc on se tire forcément une balle dans le pied en essayant de s'obliger à réguler très très tôt. C'est pas tant une question de régulation, je pense, que de moyens financiers qui sont pas à la même mesure dans les différents continents. Aux États-Unis, il y a une capacité, je pense, de lever de l'argent qui est peut-être un peu plus facile. Alors peut-être parce que la régulation a permis d'avoir accès à de la donnée historiquement et de l'exploiter. Il y a eu une avance de prise, mais il reste, comme on l'a dit tout à l'heure, que les acteurs américains ou chinois sont tenus de se conformer à notre réglementation européenne s'ils veulent avoir accès à nos données également. Pour ce qui est du continent chinois, c'est une volonté gouvernementale. Donc c'est pas je pense que c'est pas tant le droit qui empêche d'eux qu'une organisation économique qui est un petit peu différente, je pense. Alors, moi, je suis en total désaccord avec cette affirmation. Pas la vôtre, mais celle selon laquelle, en régulant trop tôt, on a empêché l'innovation, pour une raison très simple, c'est que l'IA générative est un très bon exemple. Le règlement sur l'intelligence artificielle, c'est peut-être l'un des textes européens les moins effectifs qui ait jamais été conçu en Europe. C'est-à-dire que oui, on a très vite dit il faut un règlement. Et pourquoi on l'a dit? Parce qu'en réalité, ça faisait des mois, voire des années qu'on discutait au niveau européen de l'opportunité de créer un règlement sur l'IA. Ça s'est accéléré avec le lancement de ChatGPT en novembre 2022 au grand public, même si ça fait 15 ans qu'il y a des développements sur l'IA générative. Et donc, le règlement IA, aujourd'hui, il n'est pas effectif. Est-ce que parmi vous, il y a des entreprises qui l'appliquent? Non. On est encore en train de discuter de codes de bonne pratique, du niveau de détail que les fournisseurs d'IA doivent fournir pour détailler la catégorie de données qu'ils doivent utiliser pour entraîner les IA. Ce n'est pas du tout effectif. Donc oui, on a un texte, mais on ne l'applique pas. Et à l'inverse, aux États-Unis, toujours, c'est ce juge qui est en train de juger le démantèlement éventuel de Google sur le moteur de recherche de Google. C'est très intéressant. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a ordonné à Google de lui produire dans la procédure un tableau détaillant 15 fois plus de paramètres et de critères sur Gemini, son IA, et sur AI Overview qui viennent de lancer en dehors de la France hier. Donc, par exemple, en Europe, on a un texte, mais pour l'instant, personne n'a obtenu l'équivalent de ce tableau de la part de Google. À l'inverse, aux États-Unis, ils ont identifié que
les agents IA allaient peut-être remplacer la recherche en ligne très rapidement voilà, sur le marché. Donc plutôt que d'attendre de faire un texte, etc., ou de... Bon, le juge demande la production des éléments, ils les produisent, et puis c'est réglé, quoi. Et du coup, s'il faut démanteler cette partie-là, la scinder, eh ben, il le fera, en fait. Donc il ne faut pas se dire, je trouve que c'est un complexe un peu d'infériorité, que sous prétexte qu'on a adopté une règle, on s'est empêché de se développer. C'est faux, en fait. Parce que la clé, c'est l'effectivité de la règle, comment on l'applique, et est-ce qu'on a les moyens de la faire respecter? Parce qu'on peut obtenir une décision contre ces opérateurs, je ne parle pas de Google, mais d'autres opérateurs, notamment chinois, on peut obtenir des décisions contre eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont les respecter. Donc on n'a pas encore fini le cycle voilà, de mise en œuvre effective de la norme, en fait. Donc voilà, c'est un leurre en fait de se dire que la réglementation empêche l'innovation. Par contre, ce qui est clair, c'est que les infrastructures qui soutiennent le développement de l'IA, ça fait 15 ans qu'elles ont été créées et c'est clairement pas les Européens qui l'ont fait. Donc même Mistral, qui est une réussite française et européenne, il s'appuie sur des infrastructures créées par des Américains et des Chinois. Mais ça, c'est pas grave. On peut innover sur des couches supérieures en fait. Donc voilà, il ne faut pas rester dans cette idée que sous prétexte qu'on a des normes, on s'empêche de faire des trucs. Ça, je trouve que c'est faux. Enfin, à mon sens, vous avez raison en partie. Vous avez raison en partie, sauf que à vouloir considérer que des pays comme les États-Unis qui encouragent énormément l'innovation et qui réglementent après, c'est la panacée, c'est également extrêmement risqué. Vous prenez par exemple, depuis quelques années, tous les prestataires qui ont fait des offres de jetons. Avec une difficulté aux États-Unis, sans cadre clair, c'est-à-dire sans réglementation spécifique, de considérer, sur la base d'une jurisprudence et sur une lecture d'un certain nombre de critères qui s'appelait le Howey Test, est-ce que je suis sur Unsecurity ou est-ce que je ne suis pas sur Unsecurity? Et du fait de cette absence de réglementation, on laissait libre cours à des interprétations par les émetteurs. Combien d'émetteurs sont passés devant la FCC pour aller prendre des sanctions extrêmement lourdes? Alors vous me direz, oui, des grands acteurs ont pu se former sur un marché à la base immense. Bien plus immense que ne pourrait le permettre même l'Union européenne à l'époque avec nos réglementations partielles. Mais il y a une casse quand même qui est extraordinaire. Alors est-ce qu'il faut, et c'est toujours le même sujet, est-ce qu'il faut laisser faire, quitte à ce qu'il y ait de la casse, et sortiront les meilleurs, ou est-ce qu'il faut réglementer avec un principe de précaution tout de suite, quitte à freiner un petit peu l'innovation, quitte à ne pas faire ressortir des géants, mais avec peut-être des épargnants et des investisseurs qui très tôt auront été protégés. C'est un vaste débat, et de quelque angle qu'on se place, je suis d'accord avec vous que l'équilibre est extrêmement compliqué à trouver. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être? C'est plus un commentaire. Le DMA, par exemple, réglementation qui est quand même assez forte, c'est parce qu'il y a le DMA qu'on a pris un gros retard sur la disponibilité de Apple Intelligence sur les appareils Apple. Donc c'est bien des réglementations qui sont appliquées et qui donnent des retards à l'utilisation. Et c'est aussi le DMA qui empêche d'avoir le mirroring sur les appareils Apple. Si j'ai bien compris, la possibilité de faire tourner les applications des iPhones sur les MacBooks. Donc en mettant des réglementations très fortes, on prend bien des retards. Il y a aussi des prestataires de services qui refusent de prendre des clients européens, parce que si je prends un client européen, je vais devoir implémenter le GDPR pour eux. Donc ils disent, moi j'enlève tout le scope européen. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait pendant quelques années. Aujourd'hui, c'est probablement un peu différent, parce qu'ils arrivent aux mêmes réglementations. Mais on a bien des retards à la disponibilité de fonctionnalités et des Européens qui, comme ils veulent que le marché européen, ne vont pas implémenter des choses aussi poussées, parce que ces choses plus poussées sont contraires à la réglementation. Alors, je ne peux pas ne pas réagir à cette question qui est extrêmement pertinente. Et dans le contexte d'AI Overview de Google, qui a décidé, et c'est assez intéressant de le noter, de ne pas déployer AI Overview en France, à Cuba et en Corée du Sud, semble-t-il, d'après ce qu'on comprend des annonces d'hier. Le DMA n'a pas de position sur le déploiement de Apple Intelligence en Europe. Il n'est même pas certain que
que l'intelligence artificielle générative fasse partie des éléments que le DMA réglemente. Par contre, Apple a décidé de dire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que puisqu'il y a le DMA, et comme je ne sais pas exactement l'étendue de mes obligations dans le cadre du DMA, puisque c'est un nouveau texte, et qu'en plus ils étaient en négociation avec la Commission sur la manière de se mettre en conformité avec le DMA, eh bien je vais prendre une position préventive, entre guillemets, qui est que je ne déploie pas Apple Intelligence en Europe. Ça n'a rien à voir avec le texte lui-même. Et rien ne dit en l'état actuel, et il y a une décision qui a sanctionné Apple là pour non-respect du DMA, qui ne concerne pas Apple Intelligence et qui ne se positionne pas sur le sujet en fait. C'est Apple qui considère qu'il ne déploie pas sa nouvelle technologie au prétexte d'une réglementation nouvelle à laquelle il est soumise. Donc ça c'est quand même un premier point qui est important à rétablir. Le deuxième c'est que à supposer même que Apple Intelligence soit soumis au DMA et que des obligations s'appliquent, en fait, comme ça fait partie intégrante des services d'Apple, d'une certaine manière, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que iOS va devoir interopérer avec d'autres équivalents. Ils vont devoir ouvrir leur App Store à d'autres magasins d'applications. Si Apple Intelligence a une quelconque interaction avec ces services, il devra se soumettre aux mêmes choses en fait. Donc il n'y a rien, entre guillemets, de nouveau par rapport au DMA concernant Apple Intelligence ou AI Overview qui contraint les opérateurs à refuser de déployer leurs solutions innovantes en fait. C'est un positionnement stratégique de leur part qui est en fait un positionnement lié à la situation presque géopolitique de la concurrence en ce moment. Ils font l'objet de poursuites par le département américain de la justice sur les restrictions qu'ils imposent dans l'App Store. Ils viennent de se faire sanctionner par la juge californienne parce qu'ils ont refusé à Epic Games d'avoir son magasin d'applications. Et il y a même ils ont saisi le procureur de la République sur le plan pénal parce que Tim Cook aurait manifestement tenu des propos délibérément faux dans le cadre de cette procédure. Donc il y a les procédures là-bas, les procédures en Europe, il y a le DMA, mais il y a plein d'autres procédures contre Apple partout dans le monde. Donc il ne faut pas se dire que le DMA est la raison unique, en tout cas, de ce positionnement d'Apple. Et il n'y a pas que les Européens qui sont éventuellement pénalisés par la décision d'Apple. Là, ils ont décidé d'ouvrir le magasin, l'App Store aux US du fait de la décision de la juge californienne. Ils n'ont pas pris la même décision pour l'Europe alors qu'il y a des procédures qui portent sur les mêmes problèmes. Donc tout ça, c'est le comportement unilatéral et la stratégie unilatérale des opérateurs, des grands opérateurs économiques, qui est à l'origine de ces décisions. Et c'est la seule raison pour laquelle vous, je ne sais pas ce que vous avez comme entreprise, vous ne pouvez pas tirer parti de cette innovation Apple Intelligence en Europe. C'est pas le DMA. En tout cas, rien dans le DMA ne l'interdit. Et ils n'ont pas été sanctionnés pour ça. Merci beaucoup d'être venu avec nous sur ce panel. Merci beaucoup également pour vos questions. Je te rends la parole, Ethan, pour le prochain panel. Merci beaucoup.